Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais parler ce matin des halogénés et du protoxyde d'azote dans le cadre du module de pharmacologie et des bases fondamentales en anesthésie. Donc, les agents halogénés sont des agents anesthésiques qui sont administrés par voie pulmonaire et dont la cinétique alvéolaire peut être aisément monitorée. Ils sont largement utilisés en anesthésie, que ce soit pour l'induction, surtout chez l'enfant, que pour l'entretien de l'anesthésie. Alors, en Tunisie, on dispose de deux produits qui sont l'isoflurane et le sevoflurane. Et le desflurane vient d'obtenir son AMM il y a quelques semaines et sa commercialisation est en cours. Donc, on doit choisir entre ces deux ou bientôt trois agents halogénés en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, leurs caractéristiques pharmacocinétiques et leurs effets pharmacodynamiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le desflurane vient d'avoir sa AMM et sera prochainement commercialisé. Je pense que les résidents qui sont présents ont fait au moins 6 mois d'anesthésie, donc ils connaissent le sevoflurane et l'isoflurane. Donc j'ai voulu parler de quelques propriétés physico-chimiques du desflurane, qui est un produit qui est récent en Tunisie. Donc le desflurane, c'est un éther halogéné qui est incolore, non inflammable, à température ambiante. Et la formule chimique de l'isoflurane du desflurane diffère de celle de l'isoflurane juste par le remplacement de l'atome chlore sur l'alpha-éthylcarbone par un atome fluor. Et cette substitution chlore-fluor est à la base de l'originalité de ce produit qui le rend faiblement soluble et qui le rend l'halogéné le plus rapide de point de vue cinétique. Alors, notez bien que le point d'ébullition du desflurane est à 23,5 degrés. Donc, c'est presque à la température ambiante. Il est inférieur par rapport aux autres halogénés, ce point d'ébullition. Donc, ce qui rend cet agent halogéné très volatile. Et la température d'ébullition est proche de la température ambiante, comme je viens de le dire. Donc, il y a un problème de stockage et de stabilité de ce médicament. Il faut absolument le conserver dans son flacon. Deuxième particularité du desflurane qu'il faut connaître, c'est un produit qui va arriver dans les semaines qui vont venir, donc c'est que sa pression de vapeur est élevée par rapport aux autres halogénés, ce qui fait qu'il doit être administré à partir d'une cuve chauffée. Donc cette cuve va être connectée à une prise électrique, sinon on ne peut pas administrer le desflurane à cause de sa pression de vapeur qui est élevée. Donc ce sont quelques points que je voulais en parler à propos du desflurane, qui sera bientôt commercialisé, donc juste pour avoir une idée sur ses particularités de conservation et d'administration à partir du cuve chauffé. Alors, on revient aux particularités, des autres particularités des agents halogénés et on parlera maintenant des particularités pharmacocinétiques. Si vous avez des questions, donc vous les gardez à la fin et je répondrai aux questions qui sont sur le chat. Alors, lorsqu'un agent halogéné est administré par voie pulmonaire, bien sûr, donc sa concentration inspirée FI, que vous allez régler sur le vaporisateur, on aura également la concentration alvéolaire FA qui correspond à la fraction expirée de l'halogéné. Donc, le rapport FA sur FI va passer par 3 phases. La première phase, on a au début une montée rapide, comme vous le voyez. Vous voyez bien, il y a une montée rapide, quel que soit l'agent halogéné qu'on va administrer, qui correspond au balayage de la CRF. Par la suite, on va avoir une phase intermédiaire qui correspond à la saturation progressive des tissus richement vascularisés, c'est la phase intermédiaire. Et à la fin, on va avoir un quasi-plateau, parce que ça va monter très, très lentement et on va avoir un quasi-plateau. Et à ce niveau-là, on est sûr que les tissus qui sont richement vascularisés sont saturés en agents halogénés. Et la concentration alvéolaire que vous allez avoir sur votre monitorage des gaz halogénés sera un bon reflet de la concentration cérébrale de votre gaz. Alors, donc ce rapport FA sur FI, qu'on venait de voir, il témoigne de la cinétique de l'halogéné. Donc, le rapport FA sur FI, comme vous avez vu, il y a une cinétique différente entre les différents halogénés. Et cette cinétique dépend de l'agent en lui-même, sa liposolubilité,
du patient, de l'âge du patient et de vous, anesthésiste. Donc, ça dépendra de la fraction inspirée que vous allez fixer sur votre vaporisateur, de la ventilation alvéolaire que vous allez utiliser et du débit des gaz frais que vous allez utiliser. Donc, commençons par ce rapport FA sur FI et la liposolubilité. Donc, avant tout, je veux revenir sur certaines notions fondamentales concernant les halogénies. La MAC des halogénies, c'est la concentration alvéolaire d'équilibre. MAC, c'est alvéolaire, c'est en anglais, en français, c'est CAM. CAM. Donc, c'est la concentration alvéolaire d'équilibre pour laquelle 50% des patients ne réagissent pas à l'incision chirurgicale. Notez bien ça, sous anesthésie aux halogénés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres produits anesthésiques qui sont associés. Donc, cette CAM diffère en fonction des agents. Donc, on parlait de la liposolubilité. Donc, plus l'agent est liposoluble, puis plus sa MAC est faible. L'allotane est l'agent le plus liposoluble. Il a la MAC la plus faible, elle est de 0,75, c'est l'adulte. Sa MAC est inférieure à celle de l'isoflurane, qui est un peu moins liposoluble. Par la suite, on a le sévoflurane. Et à la fin, on a le desflurane. C'est l'agent le moins liposoluble. Donc, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la substitution de l'atome de chlore de l'isoflurane par le desflurane. C'est cette substitution de cet atome qui rend cet halogéné très peu liposoluble. Donc, il aura la MAC la plus élevée. OK. Donc, MAC 95. Voilà. La MAC 95, c'est la MAC pour laquelle 95% des patients ne bougent pas à l'incision chirurgicale. Elle est à peu près 1,2 fois la MAC. Et la MAC I, c'est l'endotracheal intubation, c'est la MAC pour laquelle 50%. La MAC EI, la MAC, c'est pour laquelle 50% des patients ne réagissent pas à l'intubation trachéale et elle est aux alentours de 2 fois la MAC. La MAC Wake, c'est la MAC pour laquelle 50% des patients ouvrent les yeux à la commande verbale. C'est facile parce que le rapport MAC-Wake sur la MAC d'un halogéné est constant, quel que soit l'âge et quel que soit l'agent halogéné utilisé. Donc, il est aux alentours de 0,34, plus ou moins 0,02, quel que soit l'agent et quel que soit l'âge du patient. Donc, si vous voulez réveiller un patient, vous calculez la MAC en fonction de l'âge et la MAC de l'halogéné et votre MAC en cours, si elle est aux alentours de 0,34, vous avez 50% de chances que votre patient ouvre les yeux à la commande verbale. Alors, on a parlé de la liposolubilité, on a dit que plus l'agent halogéné a une MAC faible, comme l'allotane, plus sa cinétique est lente. Par contre, plus l'agent est hydrosoluble, il est moins liposoluble, donc il a sa cinétique rapide. Et le desflurane, comme on l'a vu, il est le plus rapide, suivi par le sévoflurane, l'isoflurane et enfin l'allotane. Ceci se traduit aussi bien à l'induction de l'anesthésie. Vous voyez que ça vous rappelle la première diapositive qu'on a montrée. Donc, plus la MAC est faible, plus la MAC est élevée parce qu'il est le moins liposoluble, le desflurane. Donc, il a la cinétique la plus rapide à l'induction et ça se reproduit au réveil avec une MAC avec un réveil beaucoup plus rapide avec le desflurane, suivi par le sévo, par la suite on a l'isoflurane et l'allotane. Attention à la mémorisation péropératoire parce que ces produits qui sont très et en cinétique très rapide, le sévoflurane et surtout le desflurane. Donc, vous risquez, en voulant réveiller le patient rapidement, d'arrêter le desflurane ou le sévoflurane à la fin de l'intervention, alors que la chirurgie n'est pas encore finie. Le patient peut être curarisé, mais il va mémoriser tout et c'est très désagréable. La mémorisation péropératoire, elle existe. Elle est aux alentours, l'incidence est de 0,1 à 0,2% chez l'adulte, 0,6 à 1% chez l'enfant. Et il faut bien connaître les valeurs des MAC des différents halogénés que j'ai cité tout à l'heure. Sachez bien que la MAC des halogénés est plus élevée chez l'enfant de 1 à 6 mois. Par la suite, elle va diminuer progressivement jusqu'à atteindre les valeurs adultes. Pourquoi c'est important? C'est pour ce problème de mémorisation péropératoire. Garder la MAC suffisante jusqu'à la fin d'intervention. Bien sûr, ça dépend de la cinétique du produit, ça dépend de la cinétique de l'agent que vous utilisez. Alors, maintenant, on a vu la liposolubilité et la fraction, le rapport FA sur FI. Maintenant, on va voir l'âge. Pour l'âge, donc, plus l'enfant est jeune, c'est le cas d'un enfant de 9 mois ici, par rapport à un adulte. Vous voyez, pour le même agent halogéné, pour le même débit de gaz frais, on a une cinétique plus rapide.
Pourquoi la cinétique des halogénés est plus rapide chez l'enfant? Parce qu'ils ont une ventilation alvéolaire plus élevée et une CRF plus basse. Ça, c'est la physiologie. Donc, le rapport ventilation alvéolaire sur CRF est aux alentours de 5 chez l'enfant par rapport à 1,5 chez l'adulte, ce qui rend les enfants ce qui explique l'hyperventilation physiologique qu'on voit chez l'enfant, ce qui explique en partie la rapidité d'induction chez l'enfant. Deuxième raison pourquoi l'enfant a une cinétique plus rapide avec les halogénés, parce que lorsque les agents halogénés sont administrés par voie pulmonaire, ils vont essentiellement partir vers les tissus richement vascularisés, en particulier le cerveau, c'est l'effet attendu. Il y a une partie qui va s'accumuler au niveau des muscles et de la peau, et un peu au niveau de la graisse. Donc, et lorsqu'on voit la répartition de ces tissus en fonction de l'âge, et on voit bien que la proportion des tissus richement vascularisés est plus élevée chez l'enfant, plus les jeunes et les plus importants. Donc, l'effet sur le cerveau va être atteint très rapidement par rapport à l'adulte, et il y aura moins d'accumulation au niveau des muscles et de la graisse chez l'enfant, parce qu'il y a moins de masse musculaire et de graisse chez l'enfant par rapport à l'adulte. Ces deux raisons expliquent que l'enfant a une induction plus rapide et un réveil plus rapide aux halogénés. Maintenant, on va voir la variation de la ventilation. Bien sûr, si vous prenez même l'allotane à 9 litres par minute de débit de gaz frais, la cinétique va se rapprocher de celle du digesturane à 4 litres par minute. Donc, bien sûr, il faut utiliser des circuits fermés pour éviter tout ce qui est pollution, mais au cas où vous allez à 9 litres par minute, c'est sûr que vous allez accélérer la cinétique de votre halogène. Les implications anesthésiques, comment accélérer l'induction anesthésique avec un agent halogéné? Là, vous commencez une anesthésie. Comment accélérer l'induction ou comment rapidement atteindre un rapport FA sur FI le plus élevé, donc l'effet recherché? Donc, on peut soit utiliser une forte concentration de l'agent halogéné lui-même. Par exemple, le cerveau, au lieu de mettre 2 d'emblée, on va mettre du temps pour atteindre une fraction alvéolaire à 2. On met 6, par exemple, ou 5, et on va avoir une augmentation rapide du rapport FA sur FI. Soit on augmente la ventilation alvéolaire pendant quelques minutes, on va ouvrir le circuit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la courbe qui montre que l'augmentation de la ventilation alvéolaire accélère la cinétique de l'agent halogéné. Donc, on a vu les propriétés pharmacocinétiques. Maintenant, on doit finalement choisir quel agent halogéné doit-on utiliser. Donc, je commence par l'allotane. L'allotane a une cinétique très lente, comme on l'a vu. Il a des effets secondaires cardiovasculaires très importants. Il n'est plus commercialisé en Tunisie depuis 2019. Donc, seuls le Sevo et l'isoflurane sont commercialisés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le desflurane est en cours de commercialisation. Les critères de choix d'un agent halogéné dépendent de plusieurs facteurs et on va commencer par la tolérance respiratoire. Alors, l'isoflurane et le desflurane ont une odeur irritante, ils sont très mal tolérés et ils ne sont pas appropriés pour l'induction inhalatoire. Il y a des travaux très anciens qui ont comparé le desflurane à l'allotane ou au sévoflurane. Donc, vous voyez que l'incidence de la toux et du laryngospasme sont très, très élevés. Donc, pour le desflurane, ils ne sont pas du tout appropriés pour induire l'anesthésie. Cette même étude, elle montre qu'elle est faite chez des volontaires sains, chez qui on a donné soit du Sevo, ils ont pu respirer pendant 1 minute, soit de l'isoflurane, il y a moins de tolérance, et encore plus, c'est pire avec le desflurane. Très peu de volontaires sains ont pu respirer pendant 1 minute au desflurane à cause de son odeur qui est âcre et irritante. Donc, seuls l'allotane et le sévoflurane sont indiqués pour induire l'anesthésie. Alors, tous les halogénés dépriment la respiration, ils diminuent le volume courant et le volume minute, et cet effet est dose dépendant. Sur l'effet sur les voies aériennes supérieures, ça c'est très important. Tout le monde utilise le sévoflurane pour l'induction. Faites attention, le sévoflurane entraîne une obstruction dose dépendante des voies aériennes supérieures chez l'enfant en ventilation spontanée. Vous allez commencer une induction, vous allez mettre l'enfant en ventilation spontanée et administrer du sévoflurane pour induire l'anesthésie. Il va obligatoirement développer une obstruction des voies aériennes supérieures qui est dose dépendante. C'est une étude IRM, ils font des IRM chez l'enfant, donc ils ont profité pour calculer le diamètre des voies aériennes supérieures sous anesthésie. Ils ont trouvé que sous Sevo à 1 MAC, la réduction est de 13 à 18% du diamètre des voies aériennes supérieures. Si le sévoflurane est 1,5 MAC, on a une réduction encore plus importante de ce diamètre. Donc, comment prévenir cet effet? Il faut appliquer systématiquement une CPAP dès la perte de conscience lors de l'induction inhalatoire chez l'enfant.
Bronchomotricité. Théoriquement, les agents halogénés sont bronchodilatateurs, mais des études récentes ont montré que le desflurane, même s'il est théoriquement bronchodilatateur, il entraîne un effet, il altère l'airway chez les enfants qui ont une atteinte de l'airway, un phénomène d'hyperréactivité bronchique, ça veut dire l'enfant enrhumé. Donc, chaque fois que vous avez un enfant enrhumé, évitez, donc ses voies aériennes supérieures sont malades, évitez d'utiliser le desflurane. Le desflurane altère l'airway chez les enfants qui ont une hyperréactivité bronchique. D'ailleurs, les dernières recommandations de l'ASPAR, bien que c'est un avis d'expert, il déconseille l'utilisation du desflurane chez l'enfant qui ont une infection des voies aériennes supérieures. À côté de la tolérance respiratoire, donc il y a les effets cardiovasculaires sur lesquels on va se baser pour choisir notre halogéné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'allotane est une catastrophe. Il altère le débit cardiaque par un effet inotrope négatif sur le cœur, sans modification des résistances vasculaires systémiques. Il altère la conduction auriculo-ventriculaire. Il entraîne des troubles du rythme et de conduction et une dépression du baroréflexe. Donc, par contre, les autres halogénés, l'isoflurane, sévoflurane, desflurane, il entraîne une chute, concentration dépendante de la tension artérielle, mais dans ce cas, ce n'est pas en rapport avec une dépression myocardique, c'est en rapport avec une diminution des résistances vasculaires systémiques, et ceci est plus important chez l'isoflurane par rapport au sévoflurane et le desflurane. Ceci est confirmé chez les volontaires sains que chez les coronariens également. L'isoflurane, encore moins le sévoflurane et le desflurane n'entraînent ni trouble de conduction, ni trouble du rythme par rapport à l'allotane. Par contre, la particularité du desflurane, attention, si vous augmentez rapidement la concentration du desflurane, surtout au-delà de 6%, vous allez avoir une augmentation aiguë de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, comme vous le voyez sur ce schéma. Augmentation aiguë de la fraction inspirée du desflurane entraîne une augmentation aiguë de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Et le mécanisme est une augmentation de la concentration plasmatique d'adrénaline et de noradrénaline. Alors, il faut savoir que cette réponse sympathique au desflurane est transitoire. Elle va revenir spontanément à la normale au bout de quelques minutes. Il vaut mieux la prévenir par une augmentation lente de la concentration de desflurane de 0,5 à 1% tous les 2-3 cycles respiratoires, ou bien vous administrez préalablement des morphinomimétiques pour éviter cette réponse sympathique. Attention, bien sûr, à cette augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Donc, attention à l'utilisation du desflurane chez le patient coronarien, toujours associé des opioïdes pour éviter cette augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle qui seront délétères chez le coronarien. La notion de vol coronaire, vous allez retrouver ça dans les livres. Donc, c'est quoi la notion de vol coronaire? C'est une redistribution du flux coronaire vers les zones saines qui sont des zones de basse résistance, à partir des zones ischémiées où le flux ne va pas augmenter parce qu'il s'agit d'un territoire déjà maximalement vasodilaté. Donc, ce phénomène a été décrit avec le sévoflurane à forte concentration. Il existe également avec les autres halogénés. C'était juste une diapo pour vous compreniez ce phénomène de vol coronaire. C'est plus de la théorie que de la pratique. À côté des critères respiratoires et cardiovasculaires, on doit se baser sur les effets sur le système nerveux central pour choisir notre agent halogéné. Il faut savoir que les halogénies à forte concentration entraînent tous une vasodilatation cérébrale, augmentation de débit sanguin cérébral et de la pression intracrânienne. Donc, ils ne sont pas du tout appropriés chez le patient qui a une HTIC ou bien chez le patient traumacrânien au bloc opératoire. Il faut savoir que l'allotane, encore plus, tant mieux qu'il n'est plus là, il est le plus puissant vasodilatateur cérébral. Par contre, ce qui est intéressant avec les halogénés, c'est la chirurgie de la scoliose. Je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui font de la chirurgie de la scoliose, en 2021, on ne peut pas faire de chirurgie de la scoliose sans monitorage des potentiels évoqués moteurs et soumesthésiques de la moelle pour voir s'il y a un souci au moment de la manipulation de la moelle épinière. Et les agents halogénés altèrent de façon dose-dépendante les potentiels évoqués. Donc, lorsqu'on administre des halogénés, ça peut altérer ces potentiels évoqués et ça donne l'impression qu'il y a une souffrance pédulaire. Donc, les protocoles d'anesthésie pour la chirurgie scoliose se font sans halogénés et sans curare. Tout le monde connaît ça. Bien sûr, les personnes qui font de la chirurgie de la scoliose savent qu'il ne faut pas utiliser ni halogéné ni curare. Alors, le problème, c'est quand on va utiliser le propofol en continu pour cette chirurgie, il faut utiliser des doses énormes de
folle parce qu'on ne donne pas de curare ni d'allogéné et ça entraîne un retard de réveil important. Des études, je peux pas dire récentes, assez récentes, 2014, 2 études ont montré que l'utilisation de d'Esflurane à 0,5% de la MAC, ça veut dire 3% chez un adulte, n'altère pas les potentiels évoqués moteurs somesthésiques. Donc, on peut utiliser le Desflurane à 0,5 MAC dans la chirurgie de scoliose sans effet sur le monitorage médulaire. Voilà, c'est intéressant. Sur le G, tous les allogénés diminuent progressivement la fréquence de l'électroencéphalogramme jusqu'à obtenir un tracé isoélectrique. Par contre, le sévoflurane, il faut le savoir qu'il est responsable d'apparition de tracés électroencéphalographiques épileptiformes lorsqu'on utilise une concentration élevée de sévoflurane en hyperventilation. Donc, faites attention si vous avez un patient épileptique et vous allez partir sur 8% avec en hyperventilation, ça peut entraîner une modification électroencéphalographique. Sur la plaque motrice, les allogénés ont un effet dépresseur au niveau de la jonction neuromusculaire, donc ils prolongent tous la durée d'action des cures. Autre effet des allogénés, je passe rapidement, l'utérus, ils réduisent le tonus utérin. Au niveau de l'œil, ça diminue la pression intraculaire par relâchement musculaire. Et le protoxyde d'azote a un effet analgésique sans altération d'état de conscience. C'est intéressant au bloc opératoire chez les enfants ou bien en salle de plâtre ou aux urgences. Si on administre un mélange oxygène-proto, ça entraîne un effet analgésique de surface pour la voie veineuse ou pour une réduction d'une fracture. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'offing gas, donc le mélange oxygène-proto permet à ces enfants d'avoir des gestes assez douloureux tout en riant. Je passe pour les effets secondaires des allogénés. Donc, les allogénés, l'allotane, l'isoflurane et le desflurane subissent un métabolisme hépatique qui entraîne la formation de dérivés trifluoro et difluoroacétiques, ce qui entraîne une hépatite cytolytique. Ceci est beaucoup plus important avec l'allotane, qui a 20% de la dose administrée et métabolisée au niveau du foie, par rapport à l'isoflurane 0,2% et le desflurane 0,02%. Vous voyez que l'isoflurane et le desflurane, la fraction métabolisée est très, très réduite, donc il y a un risque vraiment minime d'hépatite cytolytique et ce risque est un peu plus important chez l'adulte par rapport à l'enfant. Il y a un cas décuplé d'une hépatotoxicité de desflurane et l'enfant a bien évolué par la suite. Ça existe, mais c'est très, très, très rare. Par contre, le sévoflurane, son métabolisme n'entraîne pas la formation d'acide fluoroacétique, donc il n'y a aucun risque d'hépatotoxicité immunoallergique au sévoflurane. Donc on peut l'utiliser tout le temps, anesthésie itérative sans problème. L'hyperthermie maligne peut se voir avec tous les allogénés, gardez ça en tête. Elle est plus fréquente chez l'enfant. 52% des cas d'hyperthermie maligne publiés sont décrits chez l'enfant. Alors, la stabilité en présence de la chausse-odée, les agents halogénés sont stables en contact de la chausse-odée, sauf le sévoflurane qui entraîne la formation du composé A. Le composé A a une toxicité rénale confirmée chez le rat, chez l'animal, mais les concentrations utilisées chez l'homme n'entraînent pas la formation de toxicité rénale, donc ne devrait pas avoir de problème rénal avec le sévoflurane chez l'homme, bien que ce risque est théorique, il existe. Par contre, il faut savoir que le desflurane peut également réagir avec la chausse-odée et former du monoxyde de carbone si la chausse-odée est desséchée. Donc, il faut faire attention, utiliser toujours de la chausse-odée humide et changer régulièrement votre chausse-odée au niveau de votre circuit d'anesthésie. L'agitation est décrite chez l'enfant, surtout d'âge préscolaire, cris incontrôlables, risque de traumatisme, arrachement des drainages des voies veineuses périphériques. Elle augmente la durée de séjour en salle de réveil et c'est une source majeure de non-satisfaction, aussi bien que des parents que de l'équipe soignante. Donc, on ne sait pas pourquoi ces enfants sont agités lorsqu'on administre les allogénés et l'anesthésie. Est-ce que c'est la douleur? La réponse est non, parce que même en l'IRM, l'anesthésie en IRM chez ces enfants, ils font de l'agitation. C'est peut-être l'âge préscolaire, parce que l'immaturité du système nerveux central. Donc, comment prévenir? Il y a plusieurs molécules qui permettent de prévenir cette agitation aux allogénés. Mais retenez que le desflurane et le sévoflurane entraînent tous les deux cette agitation. Il n'y a pas de différence dans cette même analyse. Elle a montré que l'incidence de l'agitation aux allogénés, elle était pareille pour le desflurane et le sévoflurane, avec un temps d'extubation plus court. Avec le desflurane, c'est normal parce qu'on a vu que le desflurane a une cinétique plus rapide.
Quelques mots pour le protoxyde d'azote. Donc, je vais dire qu'il est 30 fois plus soluble que l'azote, donc il diffuse plus rapidement dans les cavités closes. Donc, attention, lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on a des cavités distensibles comme le pneumothorax ou une cholectasie, le ballonnet, il peut gonfler encore plus le ballonnet de la sonde d'intubation. Il peut augmenter la pression des cavités non compliantes, risque de rupture tympanique. Gardez ça en tête. Les autres effets secondaires du protoxyde d'azote, c'est les nausées et vomissements post-opératoires. L'hypoxémie de diffusion à l'effet Fink, c'est parce qu'il est beaucoup plus soluble par rapport à l'oxygène. Donc, lorsqu'on arrête à la fin de l'anesthésie, le protoxyde d'azote qui existait dans les vaisseaux va partir rapidement dans l'alvéole. Et si vous ne mettez pas 100% d'oxygène au réveil, le malade peut s'asphyxier. C'est très théorique, mais c'est ça l'effet Fink, parce qu'il y aura que puisqu'il est beaucoup plus, il est plus soluble par rapport aux autres gaz. Donc, toute l'alvéole, il n'y aura que de protoxyde d'azote. Il faut donner de l'oxygène au réveil pour éviter cet effet Fink et comme un risque de mégaloblastose médulaire en cas d'exposition prolongée au protoxyde d'azote. Une chose très importante, c'est la pollution. La demi-vie du protoxyde d'azote est de 100 à 150 ans et il a un effet délétère sur la côte d'ozone. C'est pour cela que ce produit ne devrait plus exister dans les blocs opérants. Alors, j'ai fini. J'essaie d'aller rapidement pour rattraper le retard. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui après cet exposé? Il faut retenir que les agents liposolubles ont la marque la plus faible et la cinétique la plus lente. Par contre, les agents les plus hydrosolubles, voilà, les moins liposolubles, ont la marque la plus élevée. C'est le cas du desflurane qui a 6 de MAC, mais il a la cinétique la plus rapide. Le sévoflurane a une marque de 2, l'isoflurane 1,15 et la lotane 0,75%. La lotane a des effets secondaires très importants. Il y a un risque réel d'hépatotoxicité, donc on ne doit plus l'utiliser. Le protoxyde d'azote a un effet analgésique intéressant, qui m'appelle le laughing gas, mais il est très polluant, donc on ne devrait plus l'utiliser au bloc opératoire, juste pour, par exemple, une fois d'abord, par la suite, il faut l'arrêter. Il ne doit pas l'utiliser pour l'entretien d'anesthésie. Le sévoflurane est le seul agent qu'on peut utiliser à l'induction et à l'entretien d'anesthésie. Il a une cinétique rapide. On peut l'utiliser tout le temps avec des anesthésies itératives. Il n'y a aucun risque d'hépatotoxicité. Les problèmes avec le sévoflurane, c'est l'obstruction des voies aériennes supérieures à l'induction, donc il faut utiliser une CPAP dès la perte de conscience. Le problème d'agitation qui existe avec le sévoflurane et le desflurane. Le tracé électroencéphalographique épileptiforme, donc il y a un risque d'hyperventilation. Ce risque existe en cas d'hyperventilation et d'utilisation de concentration élevée de sévoflurane. Et l'instabilité en regard de la chaussée, ça entraîne une toxicité rénale potentielle dont les conséquences seraient nulles chez l'homme. Bien sûr, le coût de sévoflurane, c'est un produit cher. J'espère qu'avec les génériques, le coût va diminuer dans le pays. L'isoflurane et le desflurane peuvent être utilisés pour l'entretien d'anesthésie. Le desflurane est l'halogéné qui a la cinétique la plus rapide. Il n'interfère que partiellement avec le monitorage médulaire, ce qui est intéressant pour la chirurgie de la scoliose. Les problèmes du desflurane, c'est le coût également. Il est plus cher que l'isoflurane. J'espère que la commercialisation du desflurane, on aura un coût qui est raisonnable dans notre pays. L'agitation, comme on l'a dit, c'est la même chose par rapport au sévoflurane. La libération des catécholamines, retenez ça, si vous augmentez rapidement la concentration délivrée de desflurane, vous allez avoir une augmentation de libération de catécholamines avec une tachycardie, une HTA. Attention à ce phénomène chez le patient coronarien. On peut le prévenir par l'administration préalable de morphinique et l'augmentation des résistances voies aériennes supérieures, des voies aériennes, comme on l'a dit, il est contre-indiqué. Je vous conseille vraiment de ne pas l'utiliser si vous avez un patient enrhumé, surtout chez l'enfant. Et bien sûr, la toxicité hépatique potentielle en cas de réutilisation, bien que ce risque est vraiment rare. Voilà, j'ai fini. Merci.